sur vos micros, mais je vais désactiver dans un premier temps pour tout le monde et je te laisse lancer. Je vais couper la transcription. Voilà. Donc ça c'est bon. Participants. Tu nous dis Christian. Voilà, je désactive les micros et je te laisse le réactiver du coup, Cédric, pour que tu puisses faire la présentation. Et je relance ensuite la présentation. Je t'en prie, Cédric, par contre, tu réactives ton micro. Du coup, je viens de le désactiver en même temps que tout le monde. Okay. Voilà. Bien. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à Marie et Christian d'avoir initié cette réunion et à David Autissier de participer. J'ai eu la chance de rencontrer David Autissier avec mes collègues DRH il y a 15 jours. Voilà, vous allez voir, c'est très intéressant comme approche et comme démarche, et ça permet d'éclairer un certain nombre de choses. Alors, juste un rappel, on a un certain nombre de priorités en termes de développement managérial sur la DO. On a plusieurs priorités qui sont l'accompagnement des transformations. Ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à avoir tout au long des prochaines années, la transformation de l'entreprise. Hier, j'étais en CSE et les élus nous disaient arrêtez les transformations vont trop vite. Et on leur a redit attention, ne pas transformer l'entreprise, c'est aussi risqué que de la transformer. Et attendre qu'elle se transforme, elle ne va pas se transformer toute seule, l'entreprise. Donc, il est important qu'on continue à s'adapter au marché parce que nos concurrents, eux, se transforment. Donc, la seule chose, c'est la façon dont on se transforme. C'est-à-dire qu'il faut une transformation responsable en intégrant l'intégralité des salariés et en ne perdant pas de vue que c'est avec tous qu'on fait cette transformation. Voilà, donc là-dessus, on a réaffirmé les choses, mais on pense que ça doit se diffuser sur l'ensemble de l'entreprise. Alors, on sait que c'est le cas déjà, mais c'est vrai que les transformations vont de plus en plus vite chez Orange, et il ne faut pas laisser les gens sur le bord de la route. Ça, c'est très important. Dans les autres transformations, dans les autres accompagnements managériaux et le développement managérial qu'on souhaite, sur lesquels on appuie, c'est la charge de travail. Alors, la charge de travail, on a monté des ateliers avec les équipes de Marie et les équipes QVT. Il y a des ateliers qui existent. Ces ateliers sur la charge de travail, de quoi parle-t-on? C'est quoi la charge de travail? S'adresse à la fois aux managers et aussi aux salariés, mais c'est des ateliers de 2 heures qu'on est en train de démultiplier sur l'ensemble de l'ADO. Et je sais que certains d'entre vous sont très impliqués sur le sujet, et c'est un sujet sur lequel il faut continuer à travailler, qui est lié au premier sujet de la transformation. À chaque fois qu'on se transforme, il faut qu'on se demande, nous, comment on peut adapter la charge de travail. Et est-ce que ce que je demande, moi, en tant que manager, à mes équipes, est-ce utile ou pas utile? Voilà. Donc, à chaque fois, ça fait partie des objectifs. Et troisième chose, qui sont liées aussi aux deux premières, c'est la détection des situations sensibles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne les billes aux managers pour détecter les situations sensibles qu'il peut y avoir dans son équipe du fait des transformations ou pour d'autres raisons. Et qu'on donne les moyens aux managers d'accompagner ces personnes en lien avec la RH et les différents supports, que sont les médecins du travail, les assistantes sociales, la hiérarchie, voilà. Mais que le manager ne soit pas dépourvu une fois qu'il a détecté une situation sensible, qu'est-ce qu'il fait? Et là-dessus, je pense que ça fait partie, c'est la troisième pierre indispensable pour la conduite du changement dans l'entreprise. Bien sûr, on compte beaucoup sur les facilitateurs, sur la fabrique managériale pour accompagner ces transformations. Donc c'est pour ça que, sans rentrer trop dans le détail, puisque David Autissier va intervenir, je pense que c'est ce type de conférences qui permettent d'ouvrir l'esprit sont très importantes, surtout pour les managers et les personnes que vous êtes. Voilà. Merci Cédric pour ces quelques mots pour nous lancer ce matin. Un clin d'œil aux communautés managériales, parce que les managers animateurs ont cette casquette aussi de facilitation avec tout ce qu'ils mettent en place sur les 5 régions de notre région, de notre territoire, et qui nous permettent d'avoir ces conférences où on se retrouve tous ensemble. Je vous propose du coup de nous lancer avec le support. David, c'est à toi. Avec plaisir, merci.
si tu veux, du coup, te présenter, parce que je pense que certains managers te connaissent, qui auraient fait le parcours ESSEC, mais pas tout le monde. J'ai la chance d'en connaître un certain nombre. Donc, bonjour, je suis David Autissier. Bonjour à toutes et à tous. Et merci parce que je vois que vous êtes très nombreux à vous être connectés. Donc, je regardais là tout à l'heure sur mon écran. Donc, 160, donc à l'heure presque du déjeuner. Donc, j'ai essayé de vous tenir en haleine juste avant celui-ci. Donc, je suis David Autissier, donc professeur, et je dirige à l'ESSEC la chaire ESSEC du changement et la chaire de l'innovation managériale également. J'ai l'habitude de me présenter très brièvement. Alors, je suis un jeune académique, je le dis. Donc, avant d'être prof, j'étais chef de projet informatique et j'ai fait des gros projets de réorganisation, de restructuration, d'implémentation. On est sur un sujet qui est clé aujourd'hui. On nous dit toujours, quand on fait de la gestion du changement, donc vous le faites dans le cadre de vos activités, vous avez beaucoup de projets, il y a 3 verbes qui sont clés. Embarquer les parties prenantes. Des proches disaient tout seul, on est con, à 2, on commence à être intelligent. Excusez-moi l'utilisation de ce mot. Donc, on embarque les acteurs. Donc, ça veut dire que, où je peux prendre une phrase de Paul Valéry qui dit l'important n'est pas de savoir que l'on a raison, mais que les autres le pensent. Donc, on embarque les parties prenantes. Donc, ça, c'est le premier verbe, embarquer. Deuxième, c'est implémenter, déployer, on pourrait prendre. C'est-à-dire qu'il faut déployer, il faut implémenter les nouvelles organisations, les nouveaux outils, les nouveaux modes, etc. Et c'est le troisième qui nous intéressait, c'est ancrer. Aujourd'hui, un changement, c'est du temps, de l'énergie. Et comme tout investissement, il faut que celui-ci se retrouve dans la durée. Donc, il y a cette problématique d'ancrage que je vais partager avec vous. Je vais la partager de la manière suivante, une courte introduction. Parce qu'on est jusqu'à 12h15, Christian, c'est bien ça? C'est bien ça. Et donc, une courte introduction sur les méthodologies de changement. Ensuite, on va avoir 12-15 minutes sur la notion de pilotage et 12-15 minutes sur la notion d'ancrage. Et puis après, quand on a préparé cette intervention avec Christian, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir des exemples. Donc, il y a 3 petits cas qui vous seront donnés sur comment a été fait l'ancrage, avec vous verrez des choses assez différentes. L'idée, c'est en petit groupe, de dire finalement ce qui a été fait, puis qu'on puisse échanger sur ces 3 cas avec les plus et les moins. Donc, voilà un tout petit peu l'organisation. Donc, je propose de vous présenter d'abord le modèle globalement de gestion du changement. Christian, si tu peux me mettre au slide 3, s'il te plaît. Aujourd'hui, on a un modèle classique qu'on appelle le modèle instrumental, si vous regardez un petit peu. On fait du diag, on va regarder les cartographies des acteurs, les cartographies des risques, les caractérisations des changements, regarder les résistances, faire des études d'impact. Tout ça, c'est la partie diagnostique. Et puis, en gestion du changement, on a 3 grands leviers. Les actions de communication, les actions de formation et les actions d'accompagnement. Ce qu'on appelle les actions d'accompagnement, c'est tous les ateliers qu'on va mener. Donc, on a tout cela. Et à côté, on a cette dernière partie qu'on appelle le pilotage, avec deux notions, la mesure, donc les indicateurs de pilotage sur lesquels je vais revenir, et puis les problématiques d'ancrage, les dispositifs d'ancrage. Alors, on va plutôt nous travailler sur sur cet onglet vert, entre guillemets, de ce modèle qui structure globalement la plupart des pratiques et des déploiements, dirais-je, en gestion du changement. Je vais vite sur cela et je vous propose de commencer sur la notion de pilotage, donc au slide 5 que l'on a. Aujourd'hui, quand on a 3 types d'indicateurs que l'on analyse en général. On va avoir, quand vous avez un projet de changement, il y a 3 niveaux d'indicateurs. Il y a les indicateurs de changement sur lesquels je reviendrai un petit peu après avec le baromètre ICAP. C'est-à-dire, est-ce que le changement est en cours de réalisation? Alors, vous savez, c'est très compliqué parce que je fais un changement via un projet qui va modifier nos pratiques et ensuite aider le business. Donc, j'ai des indicateurs de changement. Baromètre ICAP, alors ça veut dire le taux d'information, le taux de compréhension, le taux d'adhésion et le taux de participation. Je vais les expliquer tout de suite après. On a aussi les indicateurs projets. Les indicateurs projets, c'est assez simple. C'est les livrables, c'est le budget, c'est la gestion du planning. Et puis, j'ai des indicateurs métiers et aussi des baromètres au sens baromètre social aussi. Je vais avoir aussi des notions comme ça. Vous avez des notions, c'est-à-dire que 1, est-ce que mon changement est en cours de réalisation? 2, est-ce qu'il aide à la réalisation du projet?
Et 3, est-ce qu'il modifie les métiers et aussi la manière d'être et le confort des personnes dans l'entreprise. Donc, on a bien ces 3 niveaux-là. Alors, moi, je vais surtout vous parler des indicateurs de changement. Les autres, vous les avez dans des outils de gestion, dirais-je, dans votre organisation. Je voudrais faire un petit focus sur les indicateurs de changement et le baromètre ICAP, donc, qui est le slide suivant. Alors, on dit aujourd'hui, je veux savoir si le changement est en cours de réalisation. Parce qu'il y a un phénomène clé, c'est-à-dire que le changement se perçoit avant et après, mais pas pendant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on teste des choses, on met en place des choses, et c'est qu'après coup, on dit ah, j'ai changé ou je vois le changement. Donc, on va essayer de voir si c'est en cours. Il y a 4 indicateurs qu'on obtient avec des questionnaires assez simples, hein, de 12 ou 16 questions. 1, le taux d'information. Est-ce que les gens sont informés sur le projet de changement? Est-ce que les bénéficiaires sont suffisamment informés? Alors là, vous voyez, en abscisse, vous avez les phases du projet et en ordonnée, vous avez la valeur du taux. Plus on avance dans le projet, plus le taux d'information, plus il y a de personnes qui sont informées, qui connaissent le projet. Le taux de compréhension, ça c'est déjà plus compliqué. Là, vous voyez, moi je vous adresse dans le cadre de cette conférence des informations. Moi, la vraie question, c'est qu'est-ce que vous comprenez de tout ce que je vous dis? Et là, on a, donc dans ce taux de compréhension, c'est que comprenez-vous du projet? Et là, vous voyez qu'on a effectivement une courbe qui est schématique, qui n'a aucune valeur statistique. On a ce qu'on appelle un phénomène d'escalier ou de palier. C'est-à-dire que moi, je vous envoie des éléments, mais vous comprenez ceci quand vous faites le lien avec vos projets, avec vos préoccupations. Donc, on voit que le taux de compréhension d'un projet de changement, il va évoluer par palier. On a le taux d'adhésion. Donc, ça, c'est relativement important, c'est ce que les gens adhèrent ou pas. Alors, pour expliquer un petit peu la courbe que l'on a, au début, il y a une forte adhésion. Parce qu'au début d'un projet, on est en projection. Voilà ce que l'on va faire. Voilà les résultats qu'on va obtenir. Puis après, on rentre dans une phase un tout petit peu dure. Alors, nous, on appelle ça la phase churchillienne du changement. En référence aux propos de Churchill, je n'ai que des larmes, de la sueur et du sang. Mais pour la victoire finale, avait-il dit. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça frotte un peu. C'est là qu'on a besoin des relais que vous êtes, les managers, les leaders qui vont dire c'est possible, on va le faire, etc. Donc, on a toujours une courbe un tout petit peu où on perd l'adhésion et dès qu'on a les premières victoires, dès qu'on a les premiers résultats, ça remonte ensuite. Et ensuite, on a le taux de participation. Alors ça, c'est intéressant. Vous savez, il y a cette phrase, vous connaissez bien ceux qui sont en boutique, on dit pendant les travaux, la vente continue. Je vais prendre cette phrase-là. Pendant le changement, le business continue. On n'arrête pas de faire le business en disant stop, je fais le changement et après je reviendrai au business. Donc, on a un taux de participation avec un trend, dirais-je, ascendant, mais avec des oscillations, parce que tout le monde n'est pas toujours dans le projet. Donc ça, information, compréhension, adhésion, participation, on fait ça tous les 3-6 mois à peu près, et ça me permet de voir si le changement est en cours de réalisation, et surtout, si vous vous souvenez du petit schéma précédent que je vous ai montré, est-ce que mes actions de communication sont bonnes? Est-ce que mes actions de formation, est-ce que mes ateliers jouent leur rôle? Donc ça, c'est le premier niveau. Une fois que j'ai ça, normalement, j'ai mes indicateurs de projet, et j'ai mes indicateurs business, et j'ai mes indicateurs sociaux également, que l'on peut voir soit dans des tableaux de bord ou des baromètres sociaux. Donc ça, c'est le schéma global qu'on a en termes de pilotage. Donc, moi, j'aime bien qu'on ait quand même ces mesures à un moment donné qui vont nous permettre de savoir, si le changement est en cours et s'il se réalise et s'il a un impact sur mon activité. Je vous ai mis ensuite les questionnaires donc ICAP, mais on ne va pas détailler toutes les questions donc, qui sont au slide 9 sur le questionnaire ICAP, ça. Je vous les laisse, c'est à titre d'information si vous voulez calculer les baromètres ICAP. On complète aussi souvent les baromètres ICAP parce qu'on appelle des enquêtes de verbatim. Moi, j'aime beaucoup faire des enquêtes de verbatim, c'est-à-dire vous poser des questions à quelques personnes sur un échantillon. Le projet est-il pertinent? La gestion du changement est-elle bien menée? Et vous laissez les personnes s'exprimer. Et donc là, on va recueillir des verbatims, des expressions qui montrent ce que j'appelle le ressenti des acteurs vis-à-vis du projet, vis-à-vis du changement, vis-à-vis de l'organisation. Aujourd'hui, donc on le faisait, on peut le faire de deux manières, avec des enquêtes en distanciel ou par téléphone, comme ça,
Aujourd'hui, il y a même des outils d'analyse sémantique qui vont regarder sur des réseaux sociaux internes, sur des projets, ce qui se dit, comment ça se dit, est-ce qu'on utilise des formes négatives, positives, est-ce qu'on utilise le futur, le passé, le conditionnel. Donc, il y a plein d'outils aujourd'hui qui automatisent tout ça. Mais on va rester, donc c'est au slide 10, sur les enquêtes de verbatim. L'idée, c'est de pouvoir avoir les principales expressions à partir sur le projet, sur la manière dont est géré le projet ou sur le changement. Moi, je fais beaucoup ça. Vous savez, nous, en pédagogie, hein, on a des enquêtes de satisfaction. Là, à l'issue de cette conférence, je vais vous envoyer, peut-être que Christian va vous envoyer un questionnaire. Mais moi, j'aime beaucoup aussi avoir, si vous deviez qualifier cette conférence, que diriez-vous? Donc, j'obtiens comme ça de la matière. Moi, je fais souvent ça dans mes cours, hein, que ce soit avec des professionnels ou avec des étudiants. De dire, mais si vous deviez caractériser une formation, un séminaire, que diriez-vous? Donc, on a nos outils, on a notre modèle en 3 phases, 8 livrables, le diag, les 3 leviers, le pilotage. Donc là, et dans le pilotage, j'ai le baromètre ICAP, j'ai les indicateurs projets, j'ai les indicateurs métiers et j'ai les enquêtes de verbatim. Donc ça, c'est mon enveloppe, entre guillemets, pilotage, que je voulais échanger un petit peu avec vous sur ça. Je vais assez vite parce que je vois que le temps passe vite. Ce qui nous amène sur notre sujet clé, hein, qui est l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est effectivement en lien avec cette notion de pilotage et surtout savoir si le changement expérimenté, déployé, va rester dans le temps. C'est ça qui est important. Donc je propose qu'on aille au slide suivant. Christian. Y a-t-il des questions sur la notion de pilotage ou pas? Non, ça va? Donc, sur la notion déjà, vous savez qu'en gestion de projet, un projet il est toujours borné par 2 temps. Ce qu'on appelle le lancement et le déploiement. En bon français, ce qu'on appelle le kick-off et le go-live. Donc, j'ai un temps où je lance le projet, j'ai un temps où je déploie le projet. Ce qu'on appelle le déploiement du projet, c'est où je tourne la clé. C'est-à-dire, à partir du 1er janvier, il y a tel outil, il y a tel orga, on décide en général, c'est très lié à la temporalité, à du planning. Donc, si on regarde un tout petit peu en gestion du changement, qu'avons-nous? Si vous regardez un tout petit peu, on est dans la découverte dans un premier temps. Vous découvrez le projet avec la notion un peu de crainte, de peur, parfois de résistance au changement, d'irritant, tout ça. Donc, il faut gérer dans cette phase de découverte. Vous rentrez ensuite dans un temps de compréhension. Ce qu'on appelle le temps de compréhension, c'est quoi, comment et pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Comment on va le faire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, on a cette deuxième phase de compréhension. Ensuite, on va dans une phase un peu d'expérimentation. Donc, on commence à tester des choses. On va faire des formations, on va faire un certain nombre de choses. Et ensuite, on rentre dans le temps du go-live, de la réalisation, de ce qu'on appelle du déploiement. Et là, c'est là qu'on a un risque. Et le premier message que moi, je donne toujours, c'est qu'il faut un temps post-go-live ou post-déploiement pour ancrer le changement. Trop souvent, ce n'est pas vous, je ne vous connais pas assez bien, je ne connais pas vos projets, ce n'est pas du tout un message que je vous adresse à vous. Mais en général, dans l'ensemble des organisations, on met beaucoup d'énergie entre le kick-off et le go-live. Et après le go-live, il n'y a plus rien. Et là, les managers se retrouvent souvent un peu tout seuls avec les projets et on ne prend pas suffisamment ce temps de la stabilisation de l'ancrage. Alors, vous allez me dire, mais combien de temps doit-il durer? Moi, j'ai une règle en général qui est un cycle de gestion post-go-live. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si vous êtes, par exemple, vous mettez en place un nouveau système d'information pour gérer la paye, par exemple, ça. Il faut au moins tourner une paye, un cycle de gestion en lien avec l'objet de changement pour savoir si tout s'est bien passé et comment ça se passe et ce qu'il faut corriger. Alors, ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois. En général, on excède rarement en temps d'ancrage 6 mois. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi passer. Parce que là, je suis encore un peu. Vous savez, dans l'agile, on dit le build et le run. J'ai un build. Là, en mentionnant ça, j'ai le build. Il y a le run, mais entre les deux, je dis il y a un build un peu renisé. Excusez-moi l'expression. Mais globalement, ce temps qui va être nécessaire pour dire on réitère plusieurs fois le changement et on regarde si ça se passe bien, s'il y a des choses à corriger, si les acteurs ont bien intégré, tout ça. Sinon, on a un risque
relativement fort, ce qu'on appelle le non-ancrage du changement. On a fait tout un effort, on a déployé les choses, mais finalement, le changement ne s'est pas implémenté avec toute l'intensité qu'il aurait dû avoir dans l'activité quotidienne et récurrente. Alors ça, c'est un peu la double peine. Hein. C'est-à-dire que vous faites l'effort du projet, mais vous n'avez pas tous les bénéfices. Donc c'est un peu dommage quand même de se dire. Et moi, j'ai toujours milité dans mes écrits depuis 15 ans sur le sujet en disant ne sous-estimez pas ce temps-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est comment ce temps? Donc, je propose de passer au slide suivant. Je vais faire un tout petit détour sur la notion, dirais-je, un peu cognitive. Moi, j'aime bien cette petite pyramide-là que nous avons en général pour savoir ce que retiennent les personnes quand on fait une formation ou quand on fait une conférence. Après 2 semaines, 10% de ce que vous lisez, vous le retenez. 20% de ce que vous entendez, 30% de ce que vous voyez, 50% de ce que vous voyez et entendez, donc d'où la notion d'avoir à la fois du support visuel et de la parole. 70%, là, on n'est pas très interactif. C'est-à-dire que vous allez beaucoup retenir ce que vous allez dire. C'est pour ça que Christian a dit qu'il faut absolument des études de cas. Il a raison, parce que vous savez que le problème avec les profs, c'est qu'ils font un peu trop de théorie des fois. Donc, un peu merci Christian de m'avoir, dirais-je, ancré. Et puis, surtout, nous, on parle beaucoup, 90% de ce que nous disons et faisons, ça veut dire c'est le bac à sable, ce qu'on appelle nous, en gestion du changement. J'ai compris ça et j'ai testé ça. Donc ça, c'est intéressant de dire que finalement, l'ancrage va passer par des processus expérientiels. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que j'ai dit, parce que j'ai amené aux gens à demander ce qu'ils avaient compris, etc. Et je les ai aussi mis dans des situations de bac à sable, d'expérimentation, qui vont retenir les choses. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que globalement, moi j'ai toujours, alors c'est pas un centre de courant, un auteur qui s'appelle John Kotter dit toujours, en gestion du changement, il y a des objectifs et 1001 actions du changement. J'aime bien son expression. Moi, je prends toujours cet exemple. Je veux changer la culture d'entreprise ou je veux développer la culture client. Je comprends l'idée de l'objectif, mais ça ne veut rien dire d'un point de vue opérationnel. D'un point de vue opérationnel, c'est quand un client appelle, est-ce qu'on répond à moins de 3 sonneries? Quand un client demande un devis, est-ce qu'on lui envoie en moins de 2 jours? Ce que je veux dire, c'est qu'on a des micro-actions comme ça. Et dans la logique d'ancrage, de passer de l'objectif à la micro-action et de mettre les acteurs dans la réalisation de la micro-action est clé. Est-ce qu'on a répondu au client en moins de 3 sonneries? Est-ce qu'on a envoyé la facture en moins de 3 jours? Je prends toujours 3, mais ça va être des actions très opérantes comme ça. Donc, aujourd'hui, vous, dans votre logique d'accompagnateur, de leader du changement, mes objectifs, comment je les décline et comment je vais mettre tous mes acteurs dans le bac à sable, ce qu'on appelle de l'opérationnalisation. Et surtout, ce qui est intéressant, et là, ça reprend quand même quelque chose dans l'ancrage, c'est il y a des auteurs, il y a un auteur qui s'appelle Kolb qui dit à quel moment donné changeons-nous? On change quand on vit une expérience, qu'on teste quelque chose, et que l'on fait le récit de son expérience. Lui, il insiste sur cette... Tant qu'on n'a pas fait le récit, ce n'est pas ancré individuellement. Donc ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que pour vous, de dire, je mets mes collaborateurs, de dire, bah, tiens, pendant une semaine, on teste ça comme ça. Au bout d'une semaine, on s'arrête, et je fais faire le récit à toutes les personnes, de dire, la nouvelle pratique que tu as expérimentée, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, du coup, c'est à la fois expérimenter sur des objets très opérationnels, mais aussi, entre guillemets, je crois qu'il y a des mains qui se lèvent, donc, Christian. Je ne sais pas comment. J'ai vu qu'il y avait une main qui se levait, donc. Alors, oui, c'est possible, parce que comme je suis en projection, en panorama, je ne vois pas forcément les mains. Alors, est-ce que c'est une erreur de manip ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut prendre la parole? Non, ça a l'air d'être bon. On a l'air d'être bien. On va avoir un temps, hein, de toute façon, après, au travers des... Bon, j'ai vu que c'était Jean donc, qui voulait donc... N'hésitez pas à reprendre le micro. Ah, voilà. Mais j'ai vu que les mains se levaient. Effectivement, on a Jean qui... Vas-y, Jean, je t'en prie, tu peux réactiver ton micro, normalement. Oui, non, c'est une erreur de manip, excusez-moi. Pardon, Jean, je t'en prie. Donc, je reviens un tout petit peu sur... Voilà, sur l'opérationnalisation.
Donc, ce que je voulais vous Sur dire, le c'est là, récit. le premier message, c'est d'avoir un temps d'ancrage. 2, dans ce temps d'ancrage, de dire aux acteurs, vous êtes en expérimentation, vous faites le retour de cette expérimentation. Je vous invite à regarder, je vous ai mis un lien YouTube sur un auteur que j'aime beaucoup, qui est Lachaud, sur les phénomènes de l'attention et sur ce qu'on retient ou ce qu'on ne retient pas et ce qu'on va réutiliser ou pas par la suite. Je vous laisse découvrir, mais c'est assez intéressant dans cette logique. Je fais une expérience, je fais le récit d'expérience. Allez, je propose de continuer un tout petit peu. Aujourd'hui, dans l'ancrage, premier message, il y a un temps. 2, il faut mettre les gens dans le bac à sable. L'expérimentation et le récit d'expérimentation. 3e message que je voulais vous donner, vous avez sûrement entendu parler des nudges, donc ces notions qui orientent des aménagements ergonomiques et ou sémantiques qui orientent un comportement. C'est-à-dire que ça s'inscrit, vous savez, on dit toujours, il y a le changement ex situ et in situ. Ça veut dire quoi? Je vous mets dans une salle et je vous fais une conférence en vous expliquant le changement. OK. Mais après, vous revenez dans la vraie vie. Quand je reviens dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce que j'ai entendu, je le mets en application? Et là, ce que dit donc, Richard Thaler et Sustain sur les nudges, c'est qu'il faut qu'il y ait des rappels qui vont nous dire le changement, il faut que tu le mettes en place. Alors, je vais citer les 2 exemples que j'ai mentionnés là. L'exemple le plus connu, qui n'est pas le plus glamour, j'en conviens, les mouches dans les urinoirs. Donc, comment faire changer les comportements de la population masculine, Donc, il y a un contrôleur de gestion zélé qui un jour fait une étude sur le coût de nettoyage des toilettes à l'aéroport d'Amsterdam. Et il s'aperçoit qu'il y a un coût de nettoyage supérieur dans les toilettes hommes par rapport aux toilettes femmes. Donc, ce contrôleur de gestion, il va sur le terrain, il regarde tout ça, et il se rend compte que c'est au niveau des urinoirs et que les messieurs ils ont du mal à viser. Je ne vais pas plus loin dans la description. Et donc vous allez me dire, mais il faut faire un changement de comportement. Donc, on peut très bien dire aux messieurs, je vous fais une conférence en vous expliquant tout ça. Non, ce n'est pas ça qui a été fait. Pour être dans l'ancrage, là, ce qui a été fait dans le nudge, c'est qu'ils ont mis des mouches dans les toilettes. Comme ça, les messieurs, ils cherchent à viser la mouche. Oui, je sais, ce n'est pas très glorieux sur la psychologie masculine. Mais globalement, c'est quelque chose, un ancrage qui se fait sur un objet ergonomique, visuel, qui va orienter le comportement. Alors, ça ne peut pas s'appliquer à tout, mais on a quand même là de dire, mais quels sont les éléments de rappel cognitif qui pourraient se faire. Il y a un élément qui fonctionne beaucoup. Moi, j'ai vu en management visuel dans les usines sur la sécurité, par exemple. Vous mentionnez le nombre de jours sans accident ou le nombre d'accidents. Donc, c'est du management visuel. Mais ça, en fait, ça envoie un message aux personnes en disant attention, il faut bien faire attention à la sécurité. Donc, aujourd'hui, c'est avoir un temps d'ancrage, avoir des déclinaisons opérantes et ensuite, pourquoi pas utiliser des nudges. Je vous ai mis aussi ce que j'adore, un des nudges importants, c'est les passages piétons en 3D. On s'aperçoit que les automobilistes, souvent, dès qu'ils voient ça, les automobilistes ont l'impression que leur voiture va heurter, entre guillemets, et donc s'arrête beaucoup plus au passage piéton que quand on a des passages piétons classiques. Je vous laisse tout ça, c'est passionnant, mais on a cette orientation. Dernier élément qui est clé dans l'ancrage, donc c'est le slide suivant, c'est la notion de portage. Vous savez, il y a John Kotter, que j'ai déjà cité tout à l'heure, il dit un collaborateur sur le terrain, il écoute essentiellement son manager de proximité. Son manager de proximité, s'il lui dit tu fais ça, il le fait. Plus que quand un chef de projet, quand un consultant interne externe vient lui dire. On le sait, ça. Il y a un autre élément moi, que j'aime beaucoup, là, que je vous ai mis, qui est une phrase que j'aime beaucoup, qui est issue d'un courant qu'on appelle l'individualisme méthodologique, qui dit « L'action est individuelle, le résultat est collectif ». C'est-à-dire que sur la notion de portage, d'ancrage, c'est des individus qui disent « ça, je le fais, je décide de faire comme ça aujourd'hui ». Pas facile ça à faire quand même. Donc il faut être capable de dire « voilà de manière opérationnelle ce que tu vas faire, voilà des éléments du type nudge qui t'orientent, etc. » Voilà le temps que tu as pour faire ça, mais c'est aussi des actions individuelles. Ce qui veut dire que c'est au manager de terrain de dire ça maintenant, on se prend un certain temps et on va le faire de telle manière et non plus de telle manière. Et donc c'est pour ça que pour réussir l'ancrage, il faut aussi ce qu'on appelle un plan de portage.
Un plan de portage, c'est qui va être. Donc, alors, bien sûr, il y a les managers de proximité qui vont jouer ce rôle. Donc, est-ce qu'eux sont les acteurs du portage? Il y a des relais. Alors, vous savez, les relais, c'est les relais au projet. On dit, c'est les travaux d'un auteur qui s'appelle Pettigrew qui dit, dans votre équipe, si vous êtes manager, vous communiquez quelque chose à votre équipe, si vous avez pas au moins 20% de personnes qui sont en relais de votre message, ça ne marche pas. Au moins, c'est au moins. Donc là, dans un projet, j'ai mes managers de proximité. Est-ce qu'eux ont les outils et sont sensibilisés à la notion d'ancrage? Deux, est-ce que j'ai mes relais qui vont jouer ce rôle? Et puis, j'ai les communautés de pratique qui peuvent aussi jouer ce rôle-là. Chose importante, quand un manager de proximité demande à ses collaborateurs de faire quelque chose, on est dans une notion de coopération. La coopération, qu'est-ce que c'est? On s'entend sur ce que l'on fait ensemble, ce qu'on appelle le partage du but commun. On est là pour faire telle chose. Et il y a une forme d'appréciation. Alors tout ça, c'est des auteurs qui ont développé ça. C'est Georg Simmel, un Allemand. Ce qui veut dire que la qualité de portage, c'est ce que le manager fait, mais quelle est la qualité de relation qu'il a avec ses équipes qui va faire de telle manière que lorsqu'il demande à son équipe de faire ça, son équipe le fait. Donc ça, c'est intéressant. Et là, par rapport à ça, on dit qu'il faut que le manager sache partager le but, pourquoi on fait ce projet-là, et qu'il y ait une forme d'appréciation avec celui-ci. Plan de portage, nudge, temps dédié, expérimentation. Pour moi, c'est les éléments clés, entre guillemets. Je regarde, parce que je sais que ça va très vite, donc je regarde un petit peu. Pour moi, c'est les éléments clés de l'ancrage aujourd'hui. Et je vais aller un tout petit peu plus loin pour conclure avant de passer aux études de cas et aux mises en situation. Aujourd'hui, nous, on estime qu'un manager réalise à peu près en charge 3 projets de changement par an. Ce qui est beaucoup quand même. Alors, ça dépend. Sur les managers de proximité, ça représente 20%, 20 à 25% du temps. Ça peut représenter 40 à 50% du temps sur les managers de managers. Donc, et aujourd'hui, si on reprend les stats du Gartner Group, qui disent qu'il y a un projet sur 2 qui échoue. Alors, un projet sur 2 qui échoue, c'est-à-dire qu'il ne réalise pas les objectifs qui s'étaient fixés initialement. Encore faut-il que les objectifs fixés initialement le soient de telle manière qu'ils soient pleinement réalisables. Je prends cette précaution-là quand même. Mais ce qui veut dire que dans les facteurs d'échec des projets, c'est la notion d'implémentation, d'ancrage qui est souvent mise en avant. Donc, on voit bien l'importance de cette notion-là. C'est pas simplement la fin d'un processus, c'est la fin d'un processus qui donne de la valeur à tout le processus de changement. Donc, c'est pour ça, quand Christian m'a proposé ce thème, j'ai dit oui, c'est une bonne idée, Christian, que tu as, ou que tu as eu avec d'autres personnes. Je dis parce que c'est exactement le point clé aujourd'hui c'est un des points sur lesquels il y a matière à travailler dans les organisations. Je voudrais passer donc donc il est 39, donc je suis bien là, Christian. Oui, on va juste sortir de la présentation 2 minutes et avant de partir sur les use cases. Je voudrais dire, il y a 3 cas. Il y a qui vous sont proposés. Alors, bien sûr, on les a simplifiés parce que l'idée, ce n'était pas que vous ayez 2 heures de lecture. Donc, du coup, vous avez à chaque fois une page qui vous dit grosso modo, donc il y a un cas numéro 1, c'est un projet organisationnel. Le cas numéro 2, c'est un projet sur la qualité de l'accueil en boutique. Et le 3e, c'est un cas de projet informatique dans l'hôtellerie. Donc, vous avez 3 projets. Il y a une présentation très courte du projet à chaque fois. L'idée, c'est de se dire, et puis il y a un petit texte qui dit voilà un peu comment ils ont essayé de faire l'ancrage. C'est comment s'est fait l'ancrage. Alors, bien sûr, le travail qui a été fait avec Christian dans le choix des projets a été de trouver des projets qui soient, dirais-je, un peu différents les uns des autres. Ce que je vous demande, là, c'est de vous mettre en petits groupes. Donc, je ne sais pas, Christian, il y a la possibilité de se mettre en petits groupes ou pas? Oui, on va effectivement lancer des salles en automatique, de sorte à ce que, comme on est assez nombreux, on va se retrouver autour d'une vingtaine, 21 groupes à peu près. La question que je me pose, c'est du coup, par contre, pour distribuer les cas, j'ai tendance à dire que ce soit peut-être plus facile qu'on vous mette à disposition dans la conversation directement les 3 cas, et puis chacun des groupes, vous choisissez ensemble dans les premières secondes de travail vers quel cas vous avez envie d'aller.
Christian, ce qu'on peut faire, c'est peut-être mettre la présentation PowerPoint dans Oui, le... ou même, exactement, tout à fait, comme ça, chacun peut la récupérer. L'idée, c'est de se dire comment s'est fait l'ancrage dans chacun des cas et intérêt limite de la démarche. Et Voilà. puis pour ça, donc, il y a une petite grille qui vous est proposée dans le PowerPoint, hein, qui est tout à fait à la fin, Ouais, qui est de dire sur chacun des cas, enfin c'est une grille assez simple, hein, les actions d'ancrage, les plus et les moins des actions d'ancrage. Donc comme ça vous permet de voir un tout petit peu et vous allez retrouver dans toutes ces actions des choses que j'ai déjà mentionnées, mais de manière très opérante. Et l'idée, c'est que vous puissiez faire un transfert avec vos projets par rapport à ça. Alors, David, oui, Christian. Ouais. David, par rapport à ce qu'on fait d'habitude pour pouvoir assurer tout le monde, parce qu'on a un timing qui est quand même serré, en fait, hein, pour travailler sur ces cas, l'idée, c'est de s'essayer sur ces deux questions-là. Vous avez une grille qui est là pour vous guider. On ne fera pas de restitution. L'idée, c'est de travailler un peu ensemble directement pour transposer les éléments que tu nous as apportés, David, et tout de suite s'essayer à prendre un cas de figure en main comme ça et travailler par petits groupes. Donc, voilà, notez tout ce qui vous vient, partagez sur ce que le cas de figure vous évoque au travers des questions que nous propose David. Ça va? Donc, moi, on avait prévu 20 minutes pour les cas. Oui, tout à fait, c'est bon. Je propose, donc moi je vois il est 11h42, donc jusqu'à midi 2, midi 5, on n'est pas et puis qu'on prenne ensuite 10 minutes pour un peu partager avec les groupes. Ça vous va comme ça? Ouais. On échange un peu sur les 3 cas. Alors, je vais mettre. Est-ce que Boris, tu peux mettre la présentation dans la conversation, comme ça tout le monde va pouvoir la charger, et s'il y a besoin, de toute façon, on va repasser dans les salles pour vous la redistribuer si besoin. Ou les 3 cas, si tu les as. Voilà. Les 3 cas, puis on se reprend après 10 minutes pour échanger et conclure. Oui, tout à fait. Et puis, dès qu'on est prêt, je lance dans quelques minutes les 20 salles. Alors, on peut peut-être prendre une ou deux réactions, d'ailleurs, pendant qu'on fait la petite logistique de Teams qui va bien. La présentation. N'hésitez pas sur ce que ça vous a évoqué de partager ces... Alors moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, David, c'est que tu as mis l'accent sur l'ancrage, et je vais forcément faire une allusion à ce qu'on tente de faire sur une thématique qui nous a beaucoup mobilisés depuis 2 ans à peu près, qui est le feedback. On a beaucoup investi, de très nombreux managers ont fait la formation sur le feedback, tentent de mettre en place dans leurs équipes les conditions du feedback. Et aujourd'hui, on en est justement à se dire, mais comment on peut ancrer vraiment pour avoir ce réflexe dans nos pratiques quotidiennes. Et donc, on a aussi mis à disposition des ateliers d'entraînement, justement, pour s'entraîner ensemble, entre pairs, entre managers, sur l'ancrage du feedback. On va peut-être faire pareil sur la conduite du changement, du coup. Mais en tout cas, c'est un vrai point clé d'avoir un dispositif comme on l'a avec les communautés managériales et la fabrique pour pouvoir travailler comme ça entre pairs et ancrés. Alors, on a une question. Ouais, Céline. Oui. Allô, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, Céline. Bonjour à tous. J'ai une question par rapport, tout à l'heure, on parlait du test, donc de faire tester des choses. Donc, je le comprends sur un outil, sur un fonctionnement. Par contre, sur les organisations, parce que généralement, quand on fait un changement d'organisation, c'est pas forcément facile de faire un retour en arrière. Donc, est-ce qu'il y a des exemples de tests sur le fonctionnement de l'organisation? Alors, votre avis là-dessus. Oui, ça pose une question clé. Dans gestion du changement, on dit qu'il faut différencier la cible du chemin. Ça veut dire quoi? On change d'organe. Mais dans le changement d'organe, il y a toujours ce que j'appelle moi des marges de manœuvre. Donc, il y a des grands principes sur lesquels on va modifier, mais ensuite, il y a toujours des marges de manœuvre sur lesquelles c'est là qu'on va travailler l'appropriation. Et de dire, bah, ça, est-ce qu'on le teste comme ça? Je prends un exemple. Vous dites à un moment donné, par exemple, un grand classique pour les fonctions support, on met tout en centre de services partagés. Je prends cet exemple-là. Donc, par exemple, merci pour le beau sourire de Sarah. Et donc, on a par exemple ça. Donc, à un moment donné, s'il y a des décisions d'organisation, alors après, qui ont été prises, des j'en peux, et dire, mais comment on va les mettre en place? Et là, il y a toujours ce que j'appelle des marges de manœuvre, des possibilités de dire,
la gestion des clients, est-ce qu'on va la faire comme ça, est-ce qu'on va la faire comme ça, etc. Donc, on peut toujours trouver des éléments sur lesquels on va pouvoir quand même tester les choses. Alors, je dis, des fois, c'est plus ou moins, la marge de manœuvre est plus ou moins importante. Mais en gestion du changement, il faut que vous ayez quand même cette notion de marge de manœuvre et d'expérimentation qui va se faire, sur lequel vous pouvez avoir une boucle de retour. Après, c'est vrai que si vous dites à un moment donné, on peut aussi avoir, moi j'ai vu dans des cas, mais très rarement, de dire, il y a certains projets qui peuvent faire l'objet d'amendements ou de modifications substantielles. C'est plus rare, mais ça arrive aussi des fois. Est-ce que je réponds à la question, Céline? Oui, merci. Merci pour Merci, l'éclairage. Ok, merci Boris pour la mise à disposition des cas pratiques. Donc, vous pouvez les télécharger tout de suite pour les prendre. Et puis, si vous avez besoin de la grille sous forme de guide pour vous aider à travailler, autrement, vous pouvez bien sûr trouver vos propres manières de travailler en petits groupes. Je vais lancer les salles. Donc vous allez vous retrouver donc en petits groupes. Il est possible, David, que tu partes avec l'un des groupes. Donc, voilà, je te laisserai participer aussi. Donc, du coup, je suis désolé pour le groupe dans lequel je vais être. Donc, je dirai rien du tout. Il faudra que tu fasses. Voilà, j'ai une correction, mais je ne vous la donnerai pas. De la facilitation, du coup, pour effectivement pas trop, pour laisser un peu le groupe réfléchir et les guider. Et puis, on se retrouve, donc il est 48, on a dû une quinzaine de minutes, ouais, donc je pense que je vous récupérerai, ce sera peut-être un petit peu brutal, pardonnez-moi, comme d'habitude avec Teams, autour de 11h05 pour nous laisser les 10 minutes de clôture. À tout à l'heure. Tu m'entends, Boris? Oui, c'est bon, nous voilà. Voilà. Bon, il y a eu, on a eu quelques soucis. Un zoom sur moi, là, donc je suis désolé, donc c'était pas voulu, hein, donc ça s'est fait tout seul. Donc. On a été abandonné par une partie des collègues, en fait, au moment où on a lancé les salles. On a perdu 60 personnes d'un coup. Oui, parce que là, j'ai plus que 13 personnes. Là. Ouais, alors ça, c'est normal, hein, c'est parce que j'ai pas refermé toutes les salles. Ils ont encore 2 minutes dans les autres salles, mais comme Boris me disait que vous n'étiez pas très nombreux, que je pouvais vous rapatrier, je vous ai rapatrié. Mais on s'est fait avoir par le nombre de salles aussi, puis des difficultés de son dans certaines salles. Ça a été un peu compliqué. On va voir si les collègues ont réussi à faire. Boris, Feriel, il y en avait 2 autres personnes aussi qui étaient avec nous. Ouais, donc... exact. Et parce qu'on n'a pas. Ils ont bien bossé. Ils ont fait ça sérieusement. Oui, et puis j'ai eu des retours de salles aussi où, David, j'en profite pour te le dire, mais je le dirai avec tout le monde dans 1 minute, mais où la question du collectif, des réalisations personnelles à valoriser, qui peuvent se perdre dans le flou global, le manque d'expérimentation, enfin, j'ai vu passer des choses. Allez, je vais ramener tout le monde. Bon retour à tous. Au fur et à mesure, tout le monde revient. Alors, il y a quelques... Alors, c'est peut-être un peu... Ouais, vous étiez peut-être en plein échange. J'espère que ça ne vous a pas trop coupé de se retrouver tous d'un coup en conférence. C'est toujours particulier. C'est bon, regarde, le compteur remonte là. C'est toujours particulier hein, de se retrouver ramené en salle principale. Voilà, donc bon retour à tous. De pas terminer nos échanges. Eh oui, oui, c'est un petit peu malheureusement parfois un peu abrupt.
surtout qu'on est très nombreux, donc du coup, c'est pas forcément Je viens évident. de dire la question, c'était violent en fait, la coupure là. Ah oui, ouais, je veux bien le croire. À chaque fois, on se fait avoir avec Teams là-dessus. J'ai eu beau prévenir qu'à 10, on allait se retrouver tous ensemble. Quand je ferme, c'est compliqué, hein. Les animateurs connaissent bien ça. Alors, hop, on va conclure, David, sur cette conférence. J'attends juste d'être sûr que tout le monde est bien rentré. Il reste 4 minutes. Hein, donc. Oui, il ne va pas rester beaucoup de temps. J'ai laissé volontairement un peu plus de temps. On a eu quelques soucis logistiques, des salles sans le son, des personnes qui se sont retrouvées à 3. Bon, c'est les aléas du Teams. Et puis, on a été lâché par quelques collègues, un bon nombre quand même, qui ont décroché au moment des sous-groupes. Et du coup, ça a créé un peu de parasitage dans le nombre de personnes par salle. Moi, j'avais noté 144 tout à l'heure. Non, il a assez. Pardon, excusez-moi. Le compteur remonte. Je vais rebondir, David, sur ce que tu disais tout à l'heure. Expérimentation, du coup, on fera mieux la prochaine fois pour mieux s'organiser sur nos conférences en sous-groupe. Il y a son apprentissage dans la vie. Ça fait partie de la chose. Alors, je te disais juste avant, j'en profite, j'ai vu passer des choses sur le sujet du manque d'expérimentation, sur le sujet du collectif, le sujet des actions individuelles qui se perdaient un peu. Comment tu pourrais nous faire un peu les 3 derniers éléments clés ou 4, je ne sais pas comment tu veux nous présenter la conclusion de cet échange de ce matin. Moi, je pensais parler des 3 cas. Donc, ça permet, je pense, de donner des éléments. On avait 3 cas. Hein, donc, le premier cas qui était, pour mentionner, le projet organisationnel. Donc là, on avait une technique, dirais-je, d'ancrage avec baromètre ICAP, indicateur métier, pour faire simple. Donc l'intérêt, c'est que ça mesure, c'est quantitatif, ça permet de revenir et de déterminer des actions. Après, la limite, c'est toujours la limite un peu du quanti. Hein. C'est la limite du quanti et c'est la limite aussi de tous les questionnaires. C'est-à-dire que vous savez, il y a un biais dans les questionnaires, c'est que les personnes qui s'expriment le plus dans les questionnaires sont des personnes qui sont très contentes et très mécontentes. Il faut faire toujours attention par rapport à ça dans les limites. Mais là, on a une technique qui veut dire je fais de l'ancrage dans la mesure ICAP, indicateur métier, et aussi, c'est pas mentionné, mais indicateur projet. Le deuxième cas est un tout petit peu un petit peu différent. C'est le projet de qualité de l'accueil en boutique. Là, on est beaucoup plus. Alors, donc, on prend un indicateur, le NPS, et on prend également les ressentis, les verbatims. Donc, on est sur une approche très client, là, cette fois-ci. On est très orienté business, là, complètement. Donc, là, l'intérêt, c'est qu'on va avoir donc la cible du changement, les clients, on va avoir des indicateurs. Le NPS, il y a du pour et du contre dans le NPS aujourd'hui. Et en même temps, ça oblige quand même, ça mobilise par rapport à ça. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure pour l'ICAP, ça vaut aussi. Les personnes qui s'expriment sont les personnes très contentes ou très mécontentes. Donc, ça pose aussi ce problème-là. Là, on a du ressenti du verbatim. Après, se pose toujours la question jusqu'où les verbatims que j'ai ont valeur de généralité ou pas. Donc, ça, c'est un autre élément. Le dernier qui était un tout petit peu différent, qui était sur ce que j'ai mentionné tout au début, les actions opérationnelles. Donc là, on est dans un cas où de dire à un moment donné, l'ancrage va passer par une action opérationnelle, le pot commun, la redistribution du pot commun, etc. Donc on n'est pas du tout dans la mesure, mais on est dans l'action. Donc on a une mesure quanti, une mesure quali, et là, un ensemble d'actions qui sont mentionnées. Donc par rapport à tout ça, on est face à l'ancrage, c'est un peu la problématique gestionnaire classique. Jusqu'où je fais, jusqu'où je mesure ce que je fais. Vous, en tant que manager, vous savez, on dit l'équation managériale aujourd'hui. C'est quoi? C'est produire, gérer, changer. Aujourd'hui, vous, aux différentes fonctions de leader que vous occupez, vous devez produire. Je le dis tout le temps, la création de valeur dans une entreprise, c'est la production. Donc, vous avez une technicité, vous produisez, mais vous devez aussi gérer votre production. Et vous devez aussi opérer des changements. Donc, vous êtes sans arrêt entre ces 3 notions, entre guillemets. Et là, ce que je veux dire, c'est que dans la notion de changement, vous êtes aussi dans la gestion et dans l'action. Donc, on a un peu ces notions qu'on retrouve partout. Donc, là où ce que je voulais vous faire toucher du doigt, c'était cette notion, et avec les intérêts limites, c'est que c'est un mix entre l'enquête quanti, l'enquête quali et de l'action. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure.
Donc là, j'ai fait 3 cas avec 3 process différents. Mais si j'avais à faire le cas idéal, ça serait un ICAP, un peu de verbatim et des actions opérationnelles, comme ça a été fait dans le 3e cas. C'est un résumé un peu des 3. Pardon, Christian, tu voulais peut-être que... Il est 12h16, donc on va s'arrêter là, mais voilà, merci beaucoup. Pour votre écoute, hein, à 1h du déjeuner. Merci Christian pour l'invitation. Merci David et merci à tous pour votre participation. Ouais. Je gère le SAV. Hein. Oui, merci beaucoup David. On aura l'occasion sûrement de poursuivre avec toi. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt du coup avec le résumé en infographie. Et puis bien sûr, la conférence a été enregistrée. Vous pourrez y revenir si vous le souhaitez. Bonne conduite du changement à tous et surtout bonnes vacances. Merci. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Je t'appelle David. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.